Bonjour. La recherche de la performance autorise-t-elle une mise en compétition organisée et permanente des salariés entre eux ? Non, vient de nous dire le tribunal de grande instance de Lyon dans un jugement du 4 septembre 2012. Cette décision est l'occasion de mener une réflexion plus large sur ce que peut se permettre une entreprise en matière de performance et d'organisation du travail. Dans l'affaire jugée à Lyon, il s'agissait d'une société du secteur bancaire, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Sud, qui avait mis en place une organisation du travail fondée sur le benchmark. Plus précisément, le système consistait à évaluer les résultats de chaque agence en fonction de ceux des autres agences et, au sein de chaque agence elle-même, chaque salarié voyait sa performance individuelle analysée en fonction de celle des autres. Le variable des commerciaux dépendait des résultats de ce benchmark et du positionnement de son agence d'appartenance par rapport aux autres agences. Point important également, chaque salarié pouvait suivre en direct via l'outil informatique les performances de ses collègues. Saisi par une organisation syndicale qui dénonçait ce système, le tribunal de grande instance de Lyon a enjoint à la Caisse d'épargne de mettre fin à une telle organisation du travail, jugeant qu'elle était génératrice d'un stress permanent et qu'elle compromettait gravement la santé des salariés. Alors chacun jugera avec sa sensibilité le dispositif mis en place par la Caisse d'épargne, mais on peut faire deux remarques. Première remarque, sur un plan juridique, ce système allait à l'encontre de la règle selon laquelle, lorsque la rémunération d'un salarié dépend de l'atteinte d'objectifs, ces objectifs doivent être fixés à l'avance et reposer sur des éléments objectivables. Or ici, les objectifs n'étaient pas annoncés à l'avance puisque le seul objectif était de faire mieux que les autres et évoluait donc en permanence. Deuxième remarque, le jugement pointe du doigt le fait que ce système a eu des conséquences sociales négatives, car si un salarié avait des résultats médiocres, cela impactait la rémunération de tous les collègues de son agence. Alors, cette appréciation est à mon sens excessive, car dans tout dispositif de rémunération collective, la performance de l'un impacte la rémunération de tous. Mais ici, ce qui a dû entraîner la sanction du tribunal est le fait qu'il y avait une mise en compétition ininterrompue et permanente des salariés entre eux et qu'en outre, chacun pouvait suivre en direct quotidiennement via les outils informatiques les résultats de ses collègues. On comprend que cela pouvait créer une ambiance tendue entre les employés. Il faut souligner d'ailleurs qu'ici, dans ce dossier, le dossier était étoffé par l'audit d'un cabinet externe et divers écrits des médecins du travail alertant sur le fait que ce mode d'organisation était facteur de risques psychosociaux. Alors, cette affaire n'est pas terminée puisque un appel a été interjeté par la Caisse d'épargne, mais cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui limite le pouvoir de direction de l'employeur dès lors que la santé physique et ou mentale du personnel est en jeu. Alors certes, de principe, l'employeur est maître de l'organisation du travail dans son entreprise en vertu de son pouvoir de direction et de gestion. Pour autant, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Le Code du travail lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel, et il ne peut donc pas mettre en place une organisation du travail qui compromette leur santé. Et cela va très loin, puisque lorsque le juge estime que la santé des salariés est mise à mal par l'organisation voulue par l'employeur, il s'autorise à en interdire la mise en œuvre. Par exemple, un arrêt très clair sur le sujet très emblématique est l'arrêt SNECMA de mars 2008. La SNECMA avait mis en place une nouvelle organisation du travail de maintenance et de surveillance qui réduisait le nombre des salariés assurant le service de jour. Et elle avait au préalable respecté les procédures de consultation des représentants du personnel. Aucune irrégularité de procédure ne pouvait donc lui être reprochée. Il n'y avait pas non plus d'infraction de sa part à une règle particulière de sécurité imposée par la réglementation. Pour autant, la Cour de cassation a considéré que la nouvelle organisation mise en place par l'employeur entraînait l'isolement du technicien chargé d'assurer seul la surveillance et la maintenance, cet isolement augmentant les risques liés au travail dans la centrale. Les juges ont donc considéré que cette organisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés et que sa mise en œuvre devait en conséquence être suspendue.
Dans le sens également de l'encadrement des pouvoirs de l'employeur dans un souci de protection de la santé, on peut citer aussi des décisions qui légitiment le recours par le CHSCT à un expert mandaté pour apprécier les conséquences d'un projet de nouvelle organisation du travail. Ainsi, autre exemple, la société SFR avait voulu mettre en place un système d'écoute et d'enregistrement des communications professionnelles des salariés répondant par téléphone à la clientèle. La Cour d'appel de Paris a jugé en décembre 2007 que si cela avait bien pour objet de maintenir et d'améliorer la qualité des services clients, cela portait néanmoins atteinte par nature à la liberté individuelle des salariés et devait de ce fait être limité et proportionné. Elle a considéré en conséquence qu'un expert devait être désigné par le CHSCT. Alors, le chef d'entreprise est-il toujours maître chez lui ? Non, c'est sûr. La jurisprudence de ces dernières années confirme son souci de prévenir les situations génératrices de risques pour la santé, notamment les risques psychosociaux, et elle utilise l'obligation de résultat qui pèse sur l'employeur en matière de sécurité pour limiter les pouvoirs de celui-ci et s'immiscer in fine dans sa gestion.